Cela peut paraître inhabituel aujourd'hui, mais la plupart des grandes armées de l'air des deux côtés du rideau de fer ont sérieusement envisagé d'acheter des hydravions de combat à réaction pendant près d'une décennie. Ces avions de la guerre froide étaient certainement fascinants et imaginatifs, et ils auraient été assez efficaces s'ils étaient opérationnels. La France et l'Union soviétique ont mené des enquêtes approfondies, mais seuls la Royal Navy et l'US Navy ont lancé leurs projets. Les bombardiers sont un problème différent qui nécessite probablement des véhicules à effet de sol et des hydravions classiques. Je vais donc me concentrer sur les chasseurs et les intercepteurs. Les hydravions de combat n'étaient pas nouveaux. Pendant la Grande Guerre, toutes les grandes flottes utilisaient des hydravions biplans pour se défendre contre les dirigeables puis contre les bombardiers. Ce type a failli disparaître car les chasseurs terrestres et embarqués ont surpassé les avions à flotteurs. Cependant, la marine impériale japonaise a utilisé environ 300 Nakajima A6M2N et 89 Kawanishi Kyofu pour défendre les avant-postes éloignés. Cela leur donnait un avantage sur un chasseur terrestre dans une bataille dynamique du Pacifique avec de nombreuses îles mais peu de bandes préparées. L'hydravion de chasse était efficace en tant qu'éclaireur et défenseur avec des eaux protégées et des installations d'entretien minimales. Les hauts dirigeants de l'industrie aéronautique britannique étaient fascinés par ce moteur à réaction révolutionnaire. La direction de la société Sonderoe a vu le potentiel de cette technologie pour offrir à un chasseur à eau des performances adéquates pour vaincre les moteurs à piston terrestre. L'idée était que le Japon ne construirait pas d'avion à réaction de sitôt. Sans hélice, le moteur à réaction éliminait le besoin d'une ligne de poussée élevée et d'une coque profonde et traînante, facilitant ainsi la construction d'avions. Cela minimiserait le poids. Ainsi, un chasseur à réaction à base d'eau nécessite moins de puissance et de carburant. Sarro en discuta avec le ministère de la Production aéronautique en juillet 1943. Une esquisse préliminaire fut présentée au MAP en décembre 1943. Comme Sarro ne pouvait pas créer un avion en haute mer, il souhaita développer un hydravion côtier propulsé par un turboréacteur. MAP a adoré la proposition et lui a donné 305 000 livres sterling, environ 17,5 millions de livres sterling ou 21,5 millions de dollars en 2024. La forme de la coque était initialement l'élément le plus difficile de la conception. Une surface planante très mince a été étudiée pour diminuer la traînée aérodynamique et hydrodynamique, mais elle a donné une stabilité horizontale inadéquate, c'est pourquoi une conception plus traditionnelle a été sélectionnée avec les moteurs côte à côte dans la coque. Ces moteurs étaient parmi les plus inventifs du nouvel avion. Le Mentor et le Vampire utilisaient tous deux des moteurs à flux centrifuge. Ceux-ci étaient faciles à construire et produisaient une grande puissance au début de la technologie. Les gros moteurs n'étaient pas utilisés dans le chasseur Sarro. Il utilisait le moteur à flux axial F24 Beryl de Metropolitan en Vickers, ce qui était inhabituel. Le Beryl de petit diamètre s'intègre dans la coque sans augmenter la largeur. Un travailleur pouvait se tenir debout et opérer dans la coque de l'avion, entre les moteurs, grâce à son emballage efficace. Il recevait de l'air via une énorme entrée avec un museau de 10 pouces. Lorsque le troisième prototype a été testé, il n'était pas nécessaire de le fixer au mécanisme de rétraction du flotteur pour empêcher les pulvérisations de pénétrer dans l'admission au décollage et à l'atterrissage. La prise dorsale a également été explorée mais rejetée. Pour garder la coque dégagée des gaz d'échappement des avions à réaction, les gaz d'échappement de chaque moteur ont été tirés de 5 degrés derrière les racines des ailes. La coque en forme de V se rétrécissait jusqu'à un bord de couteau là où se trouvait le gouvernail à eau. Tout était en métal et en forme de moteur. Le pont avant comprenait 4 canons de 20 mm avec 760 cartouches, positionnés au-dessus de l'entrée d'air. Les canons étaient ciblés par des viseurs gyroscopiques. La vitre du cockpit a été conçue pour aider les pilotes à cibler les fusées. Les ailes étaient assez rapides. Il possédait des volets, des ailerons, des freins de plongée, 2 réservoirs de carburant de chaque côté avec 424 gallons impériaux et des flotteurs d'ailes rétractables. Chaque structure d'aile intérieure avait un point dur de stockage. La queue est haute pour éliminer le souffle du jet et pulvériser à l'arrière. Ceci est remarquable par son caractère conventionnel. Semblable à un ancien avion à réaction, le Sarro Flat Fight est doté de flotteurs au lieu de roues. À d'autres égards, c'était sophistiqué. Un cockpit pressurisé avait une verrière à bulles à commande électrique.
Cet appareil monobloc a été changé par la suite car il est tombé pendant le vol, ce qui était mauvais. Une unité en 3 parties plus solide l'a remplacé, bien que la visibilité ait diminué. L'air des compresseurs du moteur chauffait la cabine. Le refroidissement a été effectué en aspirant l'air d'admission. Contrôle automatique de la température activé sur plus de 9000 pieds. Premier avion équipé d'un siège éjectable Martin Baker, le pilote s'y asseyait. Les combinaisons G étaient autorisées. Tout cela est assez avancé pour le milieu des années 40. Une armure d'acier protégeait le pilote. Le chasseur avait des feux de position de flotteur à ailes rétractables dans le cockpit, comme les feux de position du train d'atterrissage d'un avion basé au sol. Il y avait une bascule pour relier les gouvernails à eau et à air pendant le roulage, ainsi qu'un bouton push-pull pour le mécanisme d'amarrage semi-automatique. Le système était basique mais efficace. Le pilote a navigué entre 2 bouées de marquage reliées par câble pour l'utiliser. La quille avant avait un crochet sous la ligne de flottaison. Lorsque l'avion a roulé sur la corde, il l'a engagé et a été transporté jusqu'à un ponton ou une jetée. Dans l'ensemble, le colis pesait 16,000 livres, soit 2500 livres de plus que le moteur F1. Il mesurait 50 pieds de long et 46 pieds de large. La charge à l'air était juste à 38 livres et demi par pied carré. Le Météore avait 44 ans. L'aérodynamisme général et la maniabilité étaient bons, et Sarah a travaillé dur pour finir haut. Cet avion acrobatique se produira dans de nombreux spectacles aéronautiques à l'avenir. Aucun nom n'a été donné au prototype d'avion. Sera 1 était sa désignation interne, bien que la plupart l'appellent Skir. 3 prototypes volants furent commandés en mai 1944, mais la fin de la guerre et la réduction de l'urgence et du développement du moteur retardèrent le premier jusqu'au printemps 1947. Sonderoe concentra une grande partie de ses efforts d'après-guerre sur le développement des hydravions civils Princess. Skir a effectué son premier vol le 16 juillet 1947 et s'est généralement bien déroulé. Un minuscule carénage à l'intersection de l'aileron et de l'empennage réduit l'instabilité latérale. Les modifications apportées au bord de fuite du gouvernail ont empêché le roulis. Ce sont des bricolages typiques en matière de développement de prototypes. Le Skir a survolé à 400 mph la RAF, la Flazer Arm et d'autres départements et organismes de presse lors de son 5e volume. Le bref décollage de l'avion a également été montré. La rétraction des flotteurs d'ailes lorsque l'avion était suffisamment rapide pour être stable latéralement a réduit la traînée et la course au décollage. La première vitesse de montée était de 5800 pieds par minute et le décollage a duré 26 secondes. C'était 20% mieux qu'un Vampire et 15% mieux que le chasseur porte-avions américain Gromar en Panthée en cours de développement, mais pas aussi excellent qu'un moteur F8. Le plafond de service était de 43 000 pieds. Cependant, il s'agit de la vitesse la plus élevée, qui était de 512 mph, c'était nettement inférieur au moteur et 80 mph plus lent que le Panthée. Le 1er octobre 1947, le F-86 sabre volait. Les ailes en flèche ont permis à cet avion de dépasser 650 mph et peut-être 700, même avec des barils améliorés et 850 livres d'énergie. L'aérodynamisme du jet était un problème. Les frontières n'apparaissaient pas. Le ministère a eu des problèmes avec cette giclée parce que son objectif avait changé. Il surpassait les chasseurs à moteur à piston, mais les avions à réaction se répandaient. Dans la branche aérienne de la flotte, les chasseurs à réaction étaient sur le point d'entrer en service, mais l'attaquant Supermarine, qui avait théoriquement une vitesse de pointe de 900 km/h, s'est montré peu performant en pratique. Il y avait peu de chances qu'une campagne soit d'île en île dans le Pacifique ou ailleurs, et la CD avait une faible portée. Le temps de vol était de 2,5 heures avec les réservoirs largables et de 1 heure et 3/4 sans. L'avion pourrait améliorer les pistes d'atterrissage dans de nombreux avant-postes de l'Empire, mais le véritable problème était l'absence d'adversaires avec l'aviation. Une version Spitfire avait suffisamment de puissance de feu aérienne. Ils ont peut-être effectué un petit achat, mais les moteurs sont devenus une préoccupation majeure après la guerre. Les Vickers métropolitains sont rapidement revenus à la production d'électricité d'avant-guerre. Armstrong Siddeley, qui n'était pas intéressé par le développement de Beryl, a pris le relais. L'Axial Flow Saphir, qui propulserait l'Hawker Hunter, était déjà en développement. Vers 1948, une variante de la Rolls-Royce Savant fut suggérée mais jamais développée.
après que 2 prototypes se soient écrasés à cause d'une erreur de pilotage en 1949, Thunderrad proposa une version monomoteur propulsée par un Saphir, qui avait fonctionné pour la première fois à la fin de 1948, mais l'installation de ce formidable moteur aurait pris du temps et de l'argent. Un chasseur hydravion capable d'opérer à partir de sites avancés s'est avéré utile au début de la guerre de Corée. Un certain intérêt des États-Unis pour l'acquisition du Skir s'est éteint dans la hâte de réarmer et de mettre à jour les capacités en raison du manque de moteur et de la longueur du développement. Le Sera 1, inhabituel pour un avion expérimental britannique de l'époque, a été conservé jusque dans les années 1980, puis réparé à Duxford et exposé au Seoul Ski Museum de Southampton. Une autre idée de bateau de combat, plus ambitieuse, a émergé outre-Atlantique. Convair a commencé à étudier les coques mixtes en 1946. L'idée était de créer un avion à basse altitude avec des ailes flottantes. Project Scat a produit au moins 7 concepts à partir de 1948. Project Scat est un problème distinct puisque Convair a étudié les concepts tactiques et les avions. Le concept d'intercepteur tout temps équipé d'un radar était intrigant car il visait à résoudre le problème de l'avionique volumineuse, qui, à l'époque, était considéré comme limitant la capacité des avions à réaction à monter à bord des navires. Scat 7 a des sièges côte à côte. L'opérateur radar était assis juste et en dessous du pilote. Il a été conçu pour fonctionner dans des vagues de 5 pieds provenant d'eau protégée comme le Skir. Les coques conventionnelles avaient une marche, des évents et des bouchons pour minimiser la traînée. Un gouvernail à haut de roulage était disponible. Les ailes massives balayaient agressivement 40 degrés. L'espace mesurait 960 pieds carrés. Latte d'avant-garde, aileron et volet métallique motorisé de pointe. Comme le Skir, la queue était haute mais pas en forme de T. Il volait entièrement, contrairement au système commandé par câble du chasseur Saro. Ces fameux moteurs expérimentaux Westinghouse J40 nous feront grincer des dents et lever les yeux. 4 canons de 20 mm étaient montés dans les emplantures des ailes, à l'extérieur des prises d'air du moteur. Tout cela est impressionnant mais lourd. La configuration de patin la plus possible pesait 39,000 livres, soit plus du double du Skir. Pour atteindre une densité raisonnable et ne pas couler bientôt, il mesurait 83 pieds de long et 63,5 pieds de large. Cette masse a été déplacée de 23,5 000 livres de force en post-combustion selon les performances projetées du J40. À partir d'un décollage de 21 secondes, ces calculs donnent un taux de montée stupéfiant de 22,000 pieds par minute. La vitesse maximale était limitée aérodynamiquement à 713 mph au niveau de la mer ou 639 à 35,000 pieds, selon les essais dans le tunnel de l'aile. Il pourrait atteindre cette hauteur en 2,5 minutes. Le J40 fut un échec et ne céda que 6800 livres avant d'être annulé. Cela aurait réduit la puissance à 13 600 livres, paralysant les performances du patin. Avant que le projet Beta ne se concentre sur les avions lightés et les hydroskis, d'autres variantes ont été testées. Convair et la marine n'ont pas été les premiers à se rendre compte que les chasseurs supersoniques étaient incompatibles avec les coques de bateaux traditionnelles, aussi habiles soient-elles. La NACA a développé, construit et testé un Douglas 558 Ski Rocket avec 2 hydroskis en 1947, juste au moment où le Skir faisait ses débuts. Le Ski Rocket, un avion terrestre, a été transformé en avion aquatique avec des skis repliables au ras du fuselage. Les premières expériences ont montré que l'installation de bouchons pour minimiser la traînée améliorait les performances de décollage et d'atterrissage. La société d'eau de Long Island a été embauchée pour créer un gros Marangos afin de tester l'hydroski. La disposition à un seul ski semble réduire de moitié le temps de décollage par rapport à la coque standard. Le ski a été conçu pour résoudre un problème rencontré par les hydravions à coque de bateau dans une mer agitée. Le passage de la poussée à travers et du déplacement de l'eau à l'air et vice-versa est lent en eau calme. Comme pour un avion terrestre qui décolle ou atterrit, l'assiette varie doucement sur une plage étroite. Les choses empirent si les vagues atteignent une hauteur susceptible d'affecter le mouvement de l'avion. Les changements d'assiette se produisent lorsque l'avion traverse les vagues. Ceci applique des contraintes et des moments qui diminuent l'efficacité du contrôle, la vitesse et éventuellement des changements d'attitude désastreux. Un hydroski atténue cela. Lorsque l'avion traverse la surface en dessous de sa vitesse de décollage, il saute sur le ski,
qui est plus petit et proche du centre de gravité de l'avion, ce qui le rend moins impacté par les forces et les moments des vagues. Le ski fonctionne comme un amortisseur lors de l'atterrissage, ralentissant l'avion avant que la coque ne touche le sol. Les tests GOES ont montré que la pratique correspondait à la théorie, conduisant à des décollages plus courts et à des atterrissages plus fluides, alors que l'idée d'hydroski était établie. Edo reçut le contrat MX-940 de l'US Air Force. L'objectif était de créer un chasseur de surface capable de décoller de la neige, de la glace et de l'eau. Il semble que l'objectif était de créer un chasseur arctique capable d'intercepter des bombardiers et d'engager des combats de type soviétique. Le bureau de projet de l'US Air Force l'a appelé un chasseur Pantobase, ou Arctic Penetration Fighter. Intégrer les deux programmes et équiper l'Arctic Penetration Fighter d'un hydroski était logique. L'Edo 150 avait un fuselage long et étroit, aile balayée. Au milieu des années 1940 en Amérique, les ailes étaient dotées de lattes de bord d'attaque sur toute la largeur pour le contrôle à basse vitesse et d'ailerons et de volets de bord de fuite. La queue avait un V de balayage unique. L'ANACA a évalué l'aérodynamique de la conception à l'aide de modèles Edo 142. Des versions d'essai expérimentales de l'Edo 150. Ce petit avion de moins de 8000 livres a peut-être été créé à titre de démonstration.